Le plus gros fake news de l'histoire de la garde suisse. Donc ça sert à rien que je te réponde. Parce que moi, je sais ce que tu vas dire. Je me suis déjà endormi en faisant la garde au Vatican. Oui. Maintenant, je peux le dire. Et je me fais clasher par le pape, mais en live, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'humain. Je dois connaître les gens avec qui je travaille. En fait, t'es seul avec toi-même parce que tu dis, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Hello tout le monde et bienvenue dans la Cour des Grands. Aujourd'hui, je reçois un ancien caporal de la garde suisse qui a servi dans la Cité du Vatican, et pas n'importe lequel, Elia Cinotti. Comment ça va ? Bonjour, ça va bien et toi? Ouais, tout bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir. Alors pour te présenter en quelques mots, Elia, t'as 27 ans, t'as grandi à Bienne, et comme je l'ai dit avant, t'étais caporal à la garde suisse pontificale au Vatican, et t'as fini ton service au début du mois de décembre 2025. Si on reprend un peu ton parcours militaire, t'as commencé ton école de recrue en janvier 2018 dans la police militaire, et un an et demi après, t'es officiellement devenu lieutenant. Quelques mois après, en octobre 2019, t'es rentré dans la garde suisse, et puis là-bas, tu gérais les entrées au Vatican, t'as pas mal travaillé dans le domaine administratif, Ouais. T'as même fini chef des médias, Ouais. et porte-parole du corps, Juste. et surtout, t'as été chargé d'accompagner le pape quand il voyageait à l'étranger, et tu t'occupais aussi de surveiller des fois sa résidence, ce qui t'a permis de créer aussi un lien direct avec lui, mais on pourra volontiers en parler après. Du coup, maintenant, t'es revenu en Suisse, et t'es candidat officier de carrière, ce qui veut dire en gros que tu candidates pour travailler dans l'armée suisse en tant que professionnel. Ouais. Donc franchement, super LinkedIn, hein, bravo. Ça claque. Ça claque, ouais. Ouais, des gens que ça claque plus. Disons que t'as pas raté ton début de carrière. Non, alors ouais, à partir de 2018, ouais, j'ai pas trop raté, non. Mais bon, même avec tout ça, on te connaît pas forcément, du coup, ce sera l'occasion un peu de discuter de tout ce que t'as vécu dans ta vie. Comme d'habitude, on va commencer par parler de ton passé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'as vécu ton enfance ? Ouais, alors moi j'ai grandi à Bienne, donc j'ai fait tout à Bienne en fait. J'ai grandi dans une famille avec mon frère, avec ma maman et mon papa. On était d'abord dans le quartier vers la Champagne, et ensuite on a migré à Bougeant, mais assez vite. J'ai tout fait là-bas, toutes mes écoles j'ai fait dans la zone Bougeant. J'ai joué au foot beaucoup. C'était un peu la partie la plus importante de ma vie à côté des études, enfin bref, de l'école obligatoire. J'aimais beaucoup aussi avec mon frère, on avait beaucoup joué ensemble, enfin on a fait les 400 coups. Et puis ensuite, tu sais, comme n'importe quel gosse, quand t'es en fin de l'année école obligatoire, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et puis moi, je voulais aller au gymnase parce que j'étais en pré-gymnasial, ça me semblait logique, quoi. Tu vas pas te souffrir pendant 3 ans pour pas aller au gymnase, tu vois. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ça a été un peu un premier choc, tu vois, parce que tu passes ton enfance, en fait, en ayant l'étiquette de celui-là qui sait bien, enfin, de l'étudiant, quoi. Mais c'est vrai que quand tu arrives à la fin de l'école obligatoire, quand tu te chopes le premier non, tu peux pas aller au gymnase, t'as l'impression que le monde s'écroule. Et puis on parle vraiment d'un demi-point, hein. Et tu vois que la Suisse, quand même, pour ça, on rigole pas. Tu vois, je pense que dans d'autres pays, on t'aurait dit, ouais, non, vas-y, on a un demi-point. Tu parles 2 minutes. C'est bon, ouais. Et là, non, le demi-point, il compte, tu vois. Et donc, c'est le premier non. Et je me dis, ok, d'accord, je vais à l'école de supérieur de commerce. S'il n'y avait pas eu ces choix-là, je serais pas ici avec toi en train de parler. Et au foot, ça va mieux, parce qu'il faut aussi savoir qu'au foot, j'étais gardien, mais bon, tu sais, gardien, t'es bon comme t'es pas bon. Souvent, t'es pas bon parce que... comment dire, voilà quoi, je m'entraînais mais pas plus que ça, j'aimais beaucoup le foot mais j'étais pas le meilleur gardien du monde non plus, hein, tu vois, tu passes d'un match, tu fais très bien, puis pendant 3 matchs d'affilée tu fais des bourdes, tu vois, et donc tout le monde quand t'es gardien, et je dois te dire que le poste de gardien m'a appris aussi un peu ce que c'est la vie, c'est-à-dire que tu peux faire très bien, tout le monde te dit c'est bien, et après tu loupes 1-2 fois, et les gens vont s'arrêter sur ton erreur pendant des mois et des mois. Encore aujourd'hui, hein, on est en 2025, mes potes me racontent des bourdes et j'en rigole. Mais on retient pas l'arrêt magique que t'as fait. On retient juste le moment où t'es là, la balle elle te passe entre les mains, elle passe derrière, puis t'es là super, tu vois. Puis l'école de commerce, je me chope un 2e non. Et c'est le moment où au foot, étonnamment, ça se passe super bien. Je commence à m'entraîner un peu plus, et on parle de 5 entraînements par semaine pratiquement, et je m'entraîne avec la première équipe. Enfin, la 2e gardien, mais pour moi, c'était, tu vois. Et du coup, les études, tu mets un peu de côté. Moi, je sais comment je dois étudier, sauf que je suis un flemmard. Enfin, flemmard, c'est un peu exagéré, mais je dirais que je suis un... C'est bon, je rattrape. Et là, en fin de la saison, fin du première année d'école de commerce, il me manque quoi de nouveau à demi-point. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est un 2e nom dans la figure. Puis je me dis, bon, Elia, j'étais dégoûté des études. Du sport, ça va encore.
mais je me suis dit, j'ai hâte d'aller à l'armée. Parce que moi, j'avais une idée quand même, qui est née en 2008, c'était de faire la garde suisse. Donc ça, c'était une idée fixe, c'était un rêve. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de, OK, on va travailler pour arriver à ce rêve-là. Mais tu vois, quand d'un coup, tu remarques qu'il y a des portes qui se ferment, d'un coup, en fait, il y a une porte qui était toujours ouverte dans l'angle, et puis tu te dis, ah, mais d'un coup, elle est là, quoi. Je pense que l'armée m'a donné le premier électrochoc et m'a prouvé qu'en fait, j'ai une voie différente à prendre et que je vais rattraper ce retard accumulé de ces fameux demi-points à droite à gauche pour arriver. Et puis du coup, tu arrives à l'armée, janvier 2018, et puis là, l'histoire que tu as racontée se commence là, tu vois. Mais je ne suis pas à plaindre. C'est un parcours classique de quelqu'un qui est tombé 2-3 fois et puis qui chaque fois, inconsciemment s'est relevé. Aujourd'hui, je peux te dire honnêtement, moi, une défaite, ça ne me fait plus rien. Tu l'as dit plusieurs fois, tu as grandi à Bienne. T'es très proche de cette ville. Moi, je suis un vrai Biennois. Et ça m'a suivi et ça me suit encore. Tout au long de ma carrière professionnelle, en fait, moi, j'ai jamais dit je suis bernois, je suis biennois. J'ai jamais dit que je suis suisse. D'abord, enfin, entre Suisses, j'ai dit toujours je suis biennois. Point. C'est l'identité de la ville. Je me suis toujours identifié à la ville. Après ce que j'ai vécu, je sais pas si je vivrai toute ma vie à Bienne. Ça, c'est clair parce que je suis déjà parti une première fois. Mais quand je reviens, je me sens à la maison. Tu sais, les Biennois, on a une image un peu mauvaise, mais en fait, quand tu viens chez nous, en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément ça. Moi, j'aime bien dire que des fois, à Bienne, les gens souffrent en silence. Faut connaître les gens pour comprendre la situation. Faut y vivre, quoi. Voilà, ouais. Et puis, on a parlé aussi de ta période scolaire. Tu retiens des choses de ce que tu as vécu dans ta période scolaire que tu utilises encore maintenant dans ta carrière professionnelle ? Alors, à l'école obligatoire, je vais te dire les langues. Moi, j'ai toujours été prédisposé un peu à ces langues parce que je parlais aussi l'italien. Donc, du coup, l'allemand, ma maman est suisse-allemande, mais je n'ai pas appris avec elle, je l'ai appris avec mes potes. Et puis, l'école de commerce, en fait, étonnamment, le CFC, en fait, il est solide. On t'apprend des choses que, en fait, peu de gens à l'externe de la Suisse ont. Et tu le remarques quand tu es à l'étranger, en fait. Un CFC, c'est incroyable. Nous, on le dénigre ici. Hein. Enfin, on le dénigre, j'exagère, mais les gens ici disent « Ah, t'as fait un CFC ?» La plupart du temps, c'est « Ah ». J'ai oublié de dire, mais moi, peut-être qu'on y reviendra après, mais après, durant le parcours à la garde, j'ai eu le réveil, je me suis dit « Bon, il faut que je fasse la matu ». Je l'ai apprise moi-même, la matu. Enfin, j'ai fait avec ils m'ont fourni des cours, mais c'est une matu fédérale, donc c'est un truc, en fait, où tu payes dans une école privée, moi, j'avais pas les moyens. Ou alors tu fais avec des cours en ligne, mais c'est un tarif vachement bas, et puis il n'y a pas vraiment un suivi. J'ai fait ça m'a pris 4 ans. Ouais. Mais en fait, c'est aussi pour me prouver à moi-même que c'est faisable. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, je suis un gros têtu. Et j'ai dit que j'allais faire la garde suisse, je l'ai fait. J'ai dit que je veux faire la maturité, je l'ai fait. Et je suis un têtu, hein, je me mets dans des situations horribles, mais je me dis je veux le faire. Mais tu as dit justement que ça faisait depuis 2008 que tu savais que tu voulais faire peut-être la garde. Tu avais quoi, du coup, une dizaine d'années, 10 ans ? 10 ans, ouais. Du coup, ça t'a créé un décalage aussi avec les autres élèves, te dire, ok, lui, il sait ce qu'il veut. En plus, c'est de la garde au Vatican, c'est pas non plus le truc commun, si on veut, chez les enfants à 10 ans. Ouais. Toi, ça t'a créé un décalage avec les autres élèves ? Non, pas trop, parce que je disais pas. Ça, c'est aussi une chose que j'ai... En fait, tu demanderas à mes meilleurs amis, peut-être, ils me diront toujours « Ouais, mais Eliane nous a jamais rien dit. Il dit toujours que... il dit 2008, mais nous, on n'a jamais vu ça. Ouais. » Parce que je leur disais pas. De un, parce que c'était un petit coin dans ma tête. Alors, j'ai commencé à le dire à l'école de commerce. Hein. À l'école de commerce. Et puis aussi un petit peu vers la fin de mon école obligatoire. Qu'un jour, j'aimerais bien faire ça. Mais j'aimerais bien, tu sais. En plus, ça me fait toujours rire, parce que quand tu disais ça à l'époque, les gens étaient là. Ouais. Ils savaient même pas la mettre sur une carte, hein. C'était quoi la garde suisse, fallait que j'explique. Et d'un coup ça faisait c'est étonnant, hein, ça, comme chef média, on en reviendra plus tard, mais moi mon plus grand défi c'était de faire comprendre aux Suisses qu'on a une garde. Le décalage je l'ai senti à l'école de commerce parce que une fois que on a quitté tous, en fait certains sont allés faire la matu pro à Neuchâtel, d'autres ont commencé à travailler, puis moi j'ai dit non, je vais aller à l'armée. Et j'avais fini en juin, je crois, puis je devais commencer en janvier, tu vois, j'ai travaillé entre deux. Et quand j'ai dit que j'allais à la garde suisse, en fait, les premiers gens ils disaient « Ok, mais t'es sûr, tu vois ?» Parce que garde suisse, ça veut dire quoi ? Église, ça veut dire Vatican, et puis les gens, ils s'arrêtent à Da Vinci Code, et puis tu vois, ça c'est... Donc du coup, les gens, ils ont des superbes idées de ce que c'est la garde suisse. Et je disais « Non, je vais faire. » Et puis... Après, tu passais un peu pour le gros bigote qui va à l'église tous les deux jours, alors que c'est pas du tout vrai. Moi, j'allais juste le dimanche. Et encore, hein, au début, je suis honnête, j'allais de temps en temps. Puis il faut savoir que
une des conditions pour être garde suisse, c'est d'être vraiment, mais entièrement catholique. Moi, j'étais juste, on m'a dit, un demi-catholique, c'est-à-dire que j'étais juste baptisé. Et donc, à 18 ans, j'ai commencé le chemin pour faire la première communion, la confirmation. Ça aussi, hein, c'est tout un travail derrière pour arriver. Mais moi, je suis heureux de l'avoir fait là parce que j'ai affirmé ma foi à ce moment-là. Parce que la plupart des gamins, moi j'ai mis tous mes potes, là, 13-14 ans, ils sont déjà confirmés. Mais tu crois vraiment? Est-ce qu'ils ont compris vraiment ce qu'ils font? Je pense pas. À 18 ans, c'est déjà un peu... Ça te pique d'une autre manière, tu vois. Et puis moi, voilà, quoi, j'ai fait mon parcours. Et puis j'ai dit à l'armée, premier truc que j'ai dit, moi je vais à la garde suisse. Hein. Parlez-moi pas de gradé. Parlez-moi pas de... Hein, moi, je voulais faire service long, on m'a mis dans le service court. Et j'ai dit, je veux pas grader, je vais aller à la garde suisse, le plus vite possible. L'histoire retiendra que ça n'a pas été le plus vite possible. Non, bah, on a vu un peu de ouais. Et Cam a eu. C'est toujours ça. Hein. Ouais. Alors attention, hein, je te parle des 2 premières semaines. Après, t'as coup, quand j'ai vu le job de sous-officier, je me suis dit, ouais, why not? Ouais. Je teste. Je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter à sous-off quand même. Je fais mon école de sous-off, ça se passe plutôt bien. J'étais aspirant off, et puis j'ai fait les sélections, et puis go, quoi, j'ai été pris. Mais là aussi, t'arrives à l'école d'officier, t'as la moitié des gens, c'est des étudiants, si ce n'est le 3/4. Tu vois, moi, j'ai jamais vraiment fait partie du monde des étudiants. Je connaissais mes potes, oui, je traînais avec eux, mais c'était pas la même chose que quand tu travailles avec ces gens-là. Et tu te dis, waouh, ok, le gars, il sait faire ça et ça, et toi, t'étais toujours... Tu devais apprendre sur eux, tu vois, c'était intéressant, ouais. On peut passer au premier jeu ? Ouais, bien sûr. Ouais. Qui s'appelle Info ou Intox. Et c'est sur moi ou bien? Non. Ah, ça va. Parce que j'ai peur, parce que je sais pas ce que t'allais dire. Du coup, c'est ton frère, Liam, qui me l'a conseillé. D'ailleurs, on l'embrasse. Ah, ouais, un gros bisou. Ouais. C'est lui qui m'a donné l'idée. Puis en gros, si tu veux, je vais te donner des faits divers ou des rumeurs qui passent sur la garde suisse ou sur le Vatican en général. Tu dois me dire si c'est vrai ou faux. Ouais, bien sûr. On peut commencer avec le premier. Les gardes doivent être célibataires pendant leur première année de service. Non, c'est faux. On doit être célibataire tout court à un moment de l'entrée en service. Célibataire d'un point de vue administratif. Ça veut dire que tu ne dois pas être marié. Tu as le droit d'avoir une petite copine, mais tu ne dois pas être marié ni fiancé. Et ça, au moins pendant 5 ans d'un point de vue administratif. Après 5 ans, tu as le droit de te marier. Donc, ouais. Ça, c'est aussi un truc à laquelle je me suis beaucoup battu quand j'étais chef média, d'enlever cette image un peu de monastère, qu'on était des prêtres ou je ne sais quoi. Un garde suisse, avant tout, c'est un jeune Suisse. C'est un militaire, donc il a le droit d'avoir sa vie à côté, privée. L'important, c'est qu'il ne soit pas marié. Pourquoi il y a cette règle? En fait, c'est un peu bête, surtout les 2 premières années. Qu'il soit marié, peut-être avec des enfants potentiellement, parce que les 2 premières années, elles sont très dures. Elles te coupent littéralement d'un quotidien peut-être que tu avais en haut en Suisse. Et donc, c'est une raison juste pour essayer d'éviter que ces gens-là risquent d'avoir des problèmes après avec leur mariage. Tu vois. Donc, c'est vraiment... On prépare ça, on parle de 5 ans pour qu'ils aient la maturité suffisante pour se marier derrière. Mais quand tu vois ces règles-là, tu te dis, bon, bah voilà, la garde suisse, c'est assez sévère, tu peux pas faire forcément ce que tu veux. Mais en fait, finalement, c'est pas vrai. Non, il y a une suite derrière. Enfin, notre règlement est très sévère. En disant qu'on a une discipline très haute à la garde suisse, rien à voir avec l'armée suisse. Et rien à voir avec n'importe quelle armée au monde. Moi, je l'ai remarqué. Tu sais, il y a un pèlerinage, c'est le pèlerinage militaire de Lourdes. C'est un truc génial. On va dire un peu, c'est la kermesse de toutes les armées. Du monde entier se retrouve à Lourdes en France. Ça dure 3-4 jours, tu vois. C'est vraiment genre une fois par année, c'est en mai normalement. Puis c'est vraiment the event. Hein. Si t'es catholique, vas-y. Et même l'armée suisse y va, enfin bref. Et puis, quand je te dis qu'il y a les armées du monde entier, il y a les armées du monde entier. Et tout le monde vient chaque fois chez nous. Et puis, pourquoi vous êtes autant... Vous êtes des malades, quoi. On marche au pas, on est rasé de près. Là, j'ai la barbe, tu vois, parce que je suis ancien garde. Les cheveux, ils sont courts. On boit une bière max, parce qu'en fait, on est les seuls qui travaillent aussi à ce pèlerinage, hein, parce que tout le monde vient pour faire la fête et puis pour faire les prières. Mais nous, on est les seuls qu'à la messe, on est à côté, on bouge pas. Enfin, tu vois. Et puis, on a toujours un gars et on est toujours avec notre costard cravate, machin, il doit toujours être propre. Et en fait, c'est notre DNA, quoi. En fait, notre ADN, pardon, on est vraiment, on est discipliné. Et en fait, c'est vrai, l'image extérieure, on donne une image de corps ultra sévère. Mais en fait, toutes ces règles-là, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas la garde suisse, en fait. Il n'y aurait pas ce système qu'on a derrière. Et le mariage, en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie d'avoir des femmes. Tu sais que le pape François, il a changé cette règle il y a maintenant, je pense facilement une dizaine d'années. Bientôt une dizaine d'années, c'est lui qui a changé la règle. Parce qu'à l'époque, c'était pire. Je ne sais plus les détails, mais c'était pire. Mais lui, il a changé. On est passé de 10 familles dans la garde suisse à 35 familles. Tu vois? Donc, en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie d'avoir des familles, mais qu'ils viennent.
Mais il faut avoir ce temps d'adaptation, parce que tu sais, tu passes de la Suisse, pour certains, d'un petit village perdu dans les montagnes, à Rome. Ah, t'imagines si t'as des gosses, et une femme, et puis tu leur dis du jour au lendemain, ouais, on va à Rome. Et, tu vois, ils sont pas forcément contents. Non. Il faut ce temps d'adaptation. Ouais. Le deuxième, les uniformes actuels s'inspirent des dessins de Michel-Ange. C'est le plus gros fake news, comme dirait quelqu'un, l'histoire de la garde suisse. Non, c'est un commandant roman. D'ailleurs, nous, les romans, on n'a pas eu beaucoup de commandants de la garde suisse, on n'en a eu que un. Et c'est deux, je crois, dans l'histoire, mais en tout cas un dans l'histoire récente, 1914, c'est Jules Répand. Et c'est lui qui donne aujourd'hui ce qu'on a aujourd'hui à la garde suisse. Ça veut dire le règlement, il naît de 1914. Donc toutes les règles qu'on a aujourd'hui, pratiquement, viennent de là. Et c'est pour te dire que souvent les romans, quand ils font les choses, on le fait d'une manière un peu too much peut-être, mais voilà. Et l'uniforme, il naît de lui. C'est des uniformes qui sont inspirés de la Renaissance. Mais Michel-Ange, c'est le plus gros fake news qui existe. Mais je comprends, parce que c'est clair. Quand tu vas voir les musées du Vatican, il y a 2-3 endroits où il y a des gardes suisses, et c'est Michel-Ange qui les dessine, mais c'est pas les mêmes couleurs qu'on a. Enfin, c'est pas le même style. Ouais. Mais Jules Répand s'inspire des fresques de la Renaissance, mais il le dessine lui, donc c'est purement lui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que l'uniforme des gardes suisses sont peut-être des fois ridicules ou... Qu'est-ce que tu leur réponds à... Moi, je leur dis toujours, c'est l'uniforme le plus efficace au monde. Parce que si tu as un grand gaillard de 1m80 qui vient vers toi, qui te parle avec un accent fort, souvent francophone ou suisse, germanophone, pire encore, et qui te dit quelque chose, souvent c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, quoi. Et cet uniforme, non, on ne veut pas être agressif. On doit représenter aussi l'Église, donc c'est clair. Alors, je rassure nos auditeurs et auditrices, on a un uniforme moderne, on a un équipement moderne. On est, je pense, une des armées les plus modernes d'un point de vue de ça, en tout cas, surtout en région Italie, parce qu'on a vraiment une formation qui est poussée. Mais l'uniforme de gala, en fait, c'est notre identité. Mais surtout, c'est un uniforme qui fonctionne. Moi, je donne toujours l'exemple. T'es à Bienne, à la gare. Puis t'as le policier qui vient te contrôler. Il y a quand même un rapport de force qui se crée indirectement. Parce qu'il est là. Alors, je comprends qu'il a tout cet équipement, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais moi, tu me viens avec le taser accroché là, le gun, le spray, le pare-balles, l'oreillette, les lunettes, les menottes, tout en noir. T'as pas envie français, enfin, tu vois, je veux dire, t'es dans une situation, je sais même pas si tu as envie de parler avec, tu vois. Tandis que nous, avec cet uniforme, ben ouais, ça fonctionne très bien. C'est l'identité de la garde, c'est l'identité en fait de l'Église aussi, catholique romaine. Et puis en fait, les gens du monde entier veulent voir ça. Mais quand ils font les imbéciles, quand ils transgressent les règles, je pense que quand un garde suisse te dit quelque chose, tu fais OK. Il est juste encombrant dans un sens, si on doit vraiment intervenir, ça arrive malheureusement, c'est vrai qu'il est encombrant, parce qu'il n'est pas adapté à ce genre de situation. Mais aujourd'hui, la réflexion, elle peut se faire. Est-ce qu'on va changer un jour l'uniforme, dans un sens, est-ce qu'on va le garder que sur certains postes stratégiques d'un point de vue image, et on modifie tout le reste? Ça, c'est un chemin à faire. Troisième info, en mai 2023, un véhicule a forcé l'entrée du Vatican avec une voiture. Ça, c'est clairement vrai. J'étais jeune chef média en plus, ouais. Tu sais le pire, mais autant on peut le raconter, moi, j'étais chez le pape ce jour-là. Puis moi, j'étais tranquillement au 2e étage, parce que c'était au 2e étage, devant sa porte. Il sort, puis moi, je lui dis bon appétit, comme d'habitude. Puis il me dit merci, puis je dis aujourd'hui, ça va être bon. Ne me demande pas pourquoi je dis cette phrase. Ce moment, ça me sort comme ça. Puis il me dit pourquoi? Puis je fais c'est jeudi, il n'y a pas de poisson, parce que normalement c'est le vendredi le poisson. Puis il rigole, puis il prend l'ascenseur. Et le moment où je m'asseye sur ma chaise, à ce moment-là, il faut savoir que nous on n'est pas en uniforme, là on était en costard-cravate, donc tu as tout l'équipement, machin et tout, tu t'asseyes. Je prends mon téléphone pour regarder les nouvelles du jour, je pense que je vais même regarder le 19h30 si je dois être honnête, parce que c'était plus ou moins vers 20h. Puis là, en fait, nous on a un système d'alarme. Tu as des radios, en fait, on a un bouton. Et puis ça part, et c'est un bruit, mais horrible. Et souvent, quand ça arrive, c'est un gars qui a pressé dessus, quoi, tu vois, sans faire exprès. Et donc, il y a l'alarme qui part, puis je fais, putain, c'est qui l'imbécile qui a... Et le moment où je dis cette phrase, il y a la communication qui... Et tu sens que dans la voix du gars, c'est chaud, tu vois, la voiture, elle est foncée. Et puis cette personne a foncé, donc du coup, moi, je me lève, c'est assez clair ce qu'il faut faire, donc c'était pas grave. En bas, j'entends tout de suite les mouvements de charge, donc des différents pistolets. Nous aussi, on fait nos mouvements de charge. La porte se ferme.
On avait une porte blindée, en fait, qui a toujours existé, mais elle a été fermée directement. Mais mon sergent qui était en bas, il m'a dit, tu bouges pas avant que je te donne l'ordre qu'on l'évacue. Donc c'est important de savoir, dans ce moment-là, on n'a pas évacué le pape. Parce qu'en fait, le moment où il rentre, dans l'endroit où il rentre, c'est encore assez éloigné pour encore décider ce moment d'évacuation. Et en fait, c'est un peu drôle à dire comme ça, mais en fait, une fois que tu rentres au Vatican, en fait, tu rentres dans notre terrain de jeu. Et nous, on connaît le Vatican. Donc, c'est assez facile de te guider pour te bloquer à un endroit. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont fermé 2-3 accès. En fait, la voiture s'est perdue et elle s'est trouvée à un endroit où on était. Il a été arrêté, voilà. Et pour la petite histoire, la personne, elle était sous l'effet de drogue. Donc, il ne se rendait même pas compte de ce qui se passait. Il se rendait même pas compte, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait. Et puis, le pape, en fait, pendant tout ce temps-là, il a mangé. Moi, ça m'avait l'impression que ça durait une éternité, mais ça durait, je crois, 2 minutes. Lui, il est remonté après 15 minutes, 20 minutes de repas, et il avait été mis au courant, mais toujours... No stress, quoi. No stress. François, dans son excellence. Et Meran lui fait, alors, il s'est rien passé, hein. Alors que moi, j'avais transpiré, je pense, 3 kilos, tu vois. Et puis, il me fait, allez, bonne nuit, hein. Et moi, j'étais là, il ferme la porte, et tu sais, je m'asseye, et il y a mon sergent qui monte, puis il m'explique le truc, puis je fais, mais tu sais ce qu'il vient de me dire? On m'a fait, ouais, t'inquiète, il m'a dit la même chose. Et j'étais là, ok, d'accord, tu vois. Et puis voilà, ouais. On peut passer à la deuxième partie de discussion, où justement, on va parler un peu plus de comment t'es arrivé à la garde suisse. Je voulais te demander un peu comment ça se passait, ta candidature pour arriver au Vatican. Comment ça s'est passé exactement? Comme je t'ai dit, moi j'ai fait justement ce parcours un peu particulier d'avoir fait ma confirmation sur le tard. Puis une fois que j'ai obtenu ma confirmation, j'ai pris contact avec un bureau suisse ici du recrutement de la garde suisse. Ils t'envoient un dossier qui est, immense, tu dois répondre à plein de questions, tu dois aller faire un test chez ton médecin de famille. Et puis une fois que tu as envoyé tout ça, ils analysent le dossier, puis ils te convoquent une première fois. Et puis là, tu as le premier entretien. Puis ça dure 3-4 heures, hein, entre les tests psychotechniques, entre les tests, l'entretien formel, etc. Ils te demandent est-ce que tu veux vraiment venir à la garde, voilà, bref, enfin machin. Et puis que ton profil, il est plus ou moins bon, parce qu'il est jamais parfait. Il faut savoir qu'à la garde, ils essaient toujours de viser quelqu'un du milieu, ça veut dire pas trop catholique, mais ni trop militaire, parce que si t'as quelqu'un de trop catholique, il comprend rien de la sécurité, puis si t'as quelqu'un qui est trop militaire, il comprend rien de l'univers catholique, donc on vise les gens du milieu. Et puis rien, puis après, j'ai fait ça, et puis je crois 2 mois après, j'étais convoqué à Zurich pour l'entretien final avec le commandant, donc c'est le commandant qui se déplace jusqu'à Zurich. C'est écrit sur la lettre, ça peut durer jusqu'à 3 heures, l'entretien, ça a duré 15 minutes, parce que c'est vite vu en fait, hein. 3 heures c'était vraiment un gars ultra difficile, tu vois. Ouais. Mais là, pour le coup, souvent quand t'es les 15 minutes, ça veut dire que t'es bon. Si ça dépasse les 15 minutes, ça veut dire que ton cas, il est pas sûr. Puis rien, il m'a dit, est-ce que ça vous va de venir en octobre 2019 ? Et puis j'ai dit oui. À l'époque, tu sais, tu finis l'armée, j'ai mis mon moment de pause, j'étais heureux, j'avais 3-4 mois de pause. Je me dis, ok, je vais aller à la garde suisse. Puis en fait, j'ai réalisé que j'étais à la garde suisse. On avait le départ, je crois, le 30 septembre à l'aéroport. Je crois qu'on est une dernière génération à avoir fait avec l'avion. Tu salues tes parents, tu te rends pas compte en fait. Tu pleures de manière un peu discrète, mais tu pleures la première fois. Tu dis, ok. Parce qu'il y a tous les autres, hein, donc tu vas pas commencer à pleurer, tu vois. Et puis après, tu arrives à Rome, et le moment que j'ai passé la porte Sainte-Anne et que je suis arrivé dans la caserne de la garde suisse, tu dis, ok, d'accord, tu réalises pas encore, puis en fait, c'est le jour d'après que tu te rends compte, ok, là, ça commence. Tu vois, tu as accompli la première étape de ton rêve, parce qu'en fait, c'est tout un chemin, tu vois. Et tu arrives là, et tu te dis, waouh, t'es arrivé, et c'est impressionnant. Moi, je suis arrivé juste avant le Covid, quelques mois avant le Covid. Donc j'ai connu Rome avant le Covid, et tu arrives à la garde, et puis là c'est 2 mois de formation. Le premier mois tu le fais à Rome, tu apprends l'italien, bon moi je le savais un petit peu mais j'ai quand même dû le faire, tu apprends le règlement, tu apprends les lieux, tu apprends à marcher au pas, à prendre l'uniforme, enfin bref, plein de trucs. Et rien, c'était génial. Et puis des émotions, puis après le 2e mois tu vas au Tessin, là tu te fais toute la partie technique, militaire, policière, avec la police cantonale tessinoise, puis là c'est génial, t'es au Tessin, donc faut pas se plaindre, hein. Je pense que le Tessin c'est quand même un canton agréable à vivre. Et après tu commences, quoi. Moi j'ai commencé en décembre, et le service actif, puis là tu fais au début en tant que jeune, on appelle ça le service de sentinelle, en gros tu fais de la sentinelle. Donc t'es aux entrées principales, où il y a une position de sentinelle, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 1 heure, et là tu bouges pas pendant 1 heure. Et là, quand tu mets l'uniforme la première fois et que tu fais ce service, tu dis ok, là j'ai touché
mon rêve, quoi. Et quand t'es tout seul en train de penser, dans une position où tu bouges pas... Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Je sais que ça a l'air bizarre pour ceux qui nous écoutent, mais en fait, on a tout plein de petites techniques pour faire passer le temps. Mais la plupart du temps, c'est que tu penses beaucoup. En fait, tu refais le film de ta vie. Mais de A à Z, tu refais ton film de ta vie. Puis une fois que tu n'as plus rien à redire, tu commences à imaginer ce que tu feras demain, après-demain. Et voilà. J'ai fait que 3 mois ça, parce qu'après, j'ai tout de suite... Parce que dans les examens de compétences à l'interne, et puis après, je suis passé niveau palais. En fait, tu t'occupes du palais, de la sécurité du palais. Puis ça, il y a eu le Covid qui a commencé à ce moment-là. Et ça a été le premier choc, quoi, parce que le Covid, alors on l'a pas vécu mal par rapport à plein de gens qui étaient enfermés dans 3 mètres carrés, comme en Italie, tu vois. On avait le Vatican comme terrain de jeu, mais on pouvait pas sortir du Vatican. Mais le problème, c'est que tu es à 1200 km de ta famille. Et puis le Covid, au début, on va pas se mentir, ça faisait quand même un peu peur. Et tu as quand même des personnes âgées dans ta famille. Moi, j'ai vu des collègues et des camarades, malheureusement, que des tantes, des grands-pères et des grands-mères sont décédés. Ils ne pouvaient pas aller en Suisse. Et puis, la première fois qu'on est sorti du Vatican, je crois que mars ça a commencé, et puis on est sorti mi-mai du Vatican, Rome vide, meilleure sensation du monde, quoi. Mais tu vois, moi j'ai vécu des moments durs, mais il y a des moments où tu te dis, mais j'ai vécu Covid à Rome, et tout le monde dit, oh mon Dieu, mon pauvre, mais vous vous rendez pas compte, les gars, il n'y avait personne. Tu te promenais dans la ville éternelle, incroyable. Mais du coup, après, t'as quand même continué ton parcours à l'armée, à la garde suisse, pardon. Et c'était quoi un peu tes journées type, toi, au Vatican ? Il y avait pas alors, quand j'étais garde normale, garde opérationnelle, il n'y avait pas vraiment de journée type, tu vois. Tu travaillais à un rythme, c'était 6 jours de travail pour 3 jours de réserve. Pas de repos, mais de réserve. Souvent, il fallait travailler sur ces jours de réserve. La garde, moi, comme je l'ai connue au tout début, on n'était pas beaucoup, mais on était assez pour faire tourner ce 6-3 et t'avais au moins 2 jours assurés sur 3. S'il n'y avait pas des événements exceptionnels comme des messes, des audiences, enfin bref, des événements où le pape recevait des gens. Après, ça commençait à se gâter. Enfin, on est revenu dans le service classique que n'importe quelle garde connaît à partir de 2023. Là, on a de nouveau connu ce que ça veut dire 1, 2, 3 mois d'affilée où peut-être les jours de libre, vraiment libre, se comptent sur la main. Et c'est un peu le quotidien des gardes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la formule encore qu'on a actuellement à la garde suisse, peut-être qu'elle commence gentiment à être démodée dans un sens où en fait tu es tout le temps rejoignable, tu es tout le temps en service pratiquement. Nous, on a des tours de service qui sont assez particuliers, c'est tout imbriqué, tu vois. Puis là, je me rappelle, quand tu rentrais au service administratif, on est un peu vu comme si on va dans le commando, planqué, etc. Ouais. Aujourd'hui, les gens se battent pour aller dans le commando parce qu'en fait, tu travailles tellement que tu as envie d'avoir ton moment, tu vois, un peu plus tranquille. Mais en réalité, quand tu rentres dans le bureau commando, en fait, t'es derrière les coulisses. Puis dans les coulisses, c'est pas tout rose. Hein. Tu travailles beaucoup, t'es tout le temps à disposition. En fait, moi, je pensais que j'allais avoir plus de temps pour étudier, mais en fait, je me suis trompé. Parce qu'en fait, je suis rentré d'abord comme le remplaçant du chef du personnel. Puis en fait, j'étais la personne de contact pour les gardes quand on allait chez le médecin, quand on allait signer les papiers administratif, quand quelqu'un se faisait mal, enfin bref. Et en fait, tu passais toute ta journée à courir à droite à gauche, tu vois. On a amélioré, et là, c'est là où je me remercie l'école de commerce, parce que j'avais cette base qui m'a permis d'améliorer les processus de ma position dans la garde. Et puis après, arrivé le grand, disons, changement de dimension qui m'a amené à la garde, c'était fin 2022, le commandant, il me convoque, puis il me dit, j'aimerais bien que vous soyez le nouveau, chef média porte-parole. J'ai dit, est-ce que j'ai le choix ? Il m'a dit non. Bon, j'accepte, quoi, tu vois. Un peu comme à l'armée, hein. Ouais. J'avais toujours eu une curiosité, ce qu'était média. Mais de là à me dire, est-ce que j'ai les épaules pour le faire Justement, je voulais te demander, ça t'a pas fait peur, cette responsabilité-là ? Parce qu'en soi, si on veut être chef média au Vatican, c'est quand même regrouper tous les catholiques, plus d'1 milliard de personnes sur Terre, tu communiques quelque chose, ça va atteindre ces personnes, et plus d'1 milliard de personnes, plus tous ceux qui s'y intéressent, t'as un impact énorme, je sais pas si on peut se rendre compte, en fait, impossible de se rendre compte. Même moi maintenant, mais... Tu sais, quand ils m'ont demandé, la première chose que j'ai dit OK. Enfin, après que j'ai dit que je devais dire oui, donc j'ai dit oui, mais est-ce qu'on peut le faire à mes conditions ? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis arrivé là avec 0 expérience. Hein. Enfin, à part l'école de commerce et puis l'armée, où on t'explique un peu comment parler avec les journalistes. Tu vois, et encore, hein, armée 2018. Je pense que maintenant, ils sont beaucoup mieux placés que ce que c'était à l'époque. Et t'arrives à l'armée, et t'arrives à la garde, et puis je dis OK, oui, mais à ma manière. Et la première chose que j'ai dit, c'est les réseaux sociaux, il faut qu'on améliore. On avait 30 000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai quitté la garde, on est à 368 000 abonnés. J'ai dit, il faut qu'on fasse du homemade. Hein. Moi, je voulais que des gars
interne, j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'humain. Je dois connaître les gens avec qui je travaille. Et j'observe les gens et je sais plus ou moins, ok, lui, il peut m'être utile, lui, je dois le mettre là, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et bref, et puis quand j'ai dit oui, en fait, quand j'ai dit oui, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, maman, je crois que on va changer de dimension là. Je suis plus personnage privé, personnage public. Après, bien évidemment, niveau garde suisse, je suis pas non plus le porte-parole du Conseil fédéral, mais oui, mais tu te fais contacter. Tu te fais quand même contacter par le monde entier. Voilà. Et là, j'ai dit à maman, ouais, je crois que je vais changer de dimension là. Et ma mère, elle m'a dit, mais t'es sûr de vouloir faire ça? J'ai dit, écoute, on se lance, on verra. Et horrible. Horrible parce que il y a eu plein de moments où je me suis rendu compte qu'est-ce que ça veut dire cette position, quoi. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire un podcast en 15 épisodes de ce que ça veut dire être garde suisse, chef média, mais en fait, moi, j'ai aussi toujours voulu assurer la deuxième casquette, c'est-à-dire continuer le service opérationnel, c'est-à-dire que je continue à faire du service en uniforme. Sans fausse modestie, j'ai amené cette position à la place qu'elle mérite, parce qu'avant, c'était toujours un peu caché. La communication du Vatican, ça n'a pas toujours été quelque chose de très transparent, et le pape François voulait que ça soit, donc moi je me suis dit, on s'aligne sur le pape François, il faut arrêter de penser. Et j'ai dit au commandant, il faut qu'on fasse des trucs, il faut qu'on invite les journalistes, il faut qu'ils voient notre réalité. Parce que si on ne voit pas notre réalité, on va souffrir de cette image qu'on a encore pendant des siècles. Puis c'est en acceptant justement, je pense aussi, ces interviews avec Tataki, oui, de faire des médias jeunes. Il y a eu des trucs, mais il y a eu des trucs. David Castello-Lopez, il me suit sur Instagram d'ailleurs, donc vraiment grande dédicace à lui parce que c'est un gars incroyable. Il nous contacte pour le 52 minutes. Il voulait faire un truc sur la Suisse, l'armée en fait, puis il avait voulu faire avec la garde. Et je me rappelle parce à ce moment-là, on avait créé un bureau en Suisse de contact des médias. C'est un Suisse allemand qui gère ça et qui nous transmet ensuite les données à nous en bas. Et puis c'est moi qui décide. Et j'ai dit, on le fait. Et puis mes chefs, bien évidemment, Suisse allemand, ils me disent, mais t'es fou. Je dis, on le fait. C'est de la satire, mais on le fait. Il faut qu'on le fasse. Pas parce que ça va nous faire de la pub, mais juste parce que comme ça, il vient et il voit ce que c'est et on verra ce qui sort. Et j'ai eu que des compliments derrière. Parce qu'il est venu, il a fait la vidéo. D'ailleurs, le gars, il est calé en histoire. Parce qu'il m'a lâché des refs. Et donc, du coup, on a eu David... Mais aussi Tataki. Tataki, ça a été... le premier gros projet que j'ai géré, je n'étais pas encore chef média, j'étais le remplaçant, en fait, du chef média. J'ai fait ça pendant 6 mois, en fait. C'était Caravane FM. Et tu sais, quand tu amènes Caravane FM au Vatican et que tu expliques ce projet qui est exceptionnel en Romandie, mais que les Suisses allemands ne connaissent pas, à un état-major composé à 90% de Suisses allemands, je suis allé, seul contre tous, expliquer ce projet. Et quand ils l'ont accepté, et qu'ils ont vu ce que c'est venu, et ils ont vu les retombées qu'il y a eu derrière, la phrase a été « OK ». Ça a été le tournant. On te donne la confiance, on fait faire les trucs. Tataki aussi, Tataki, Sacha, il vient chez nous. Il a dit, moi je croyais que j'étais venu dans un... Enfin, il avait une idée, on lui a montré... Mais je te jure, quand on lui a montré tout, on lui a montré tout. Ouais. On n'a rien laissé au hasard. Si ce n'est le match de foot, mais on lui a rien laissé au hasard. Il est ressorti, il a dit non, en fait, la garde, c'est pas ce que je pensais. Et, tu vois, et on a toujours dit, venez, on a créé... J'ai dit, la chose qu'on doit faire maintenant, c'est une journée porte ouverte pour les journalistes. Donc tous les correspondants, tous ceux, et on a fait la première édition en 2023. Et je me rappelle, je vais à la commandant, je dis, ouais, je pense qu'il y en aura 30. 200. Annoncé, puis je crois à la fin, ils étaient 150. Au fond de moi, je me dis, si là, ma longue, elle fourche, c'est fini. Et je me suis concentré. Mais après, j'ai tout appris sur le tas, quoi. Mais du coup, je voulais aussi parler aussi de ta relation avec le pape. Ouais. Parce que t'as pris aussi de la valeur, si on veut, au Vatican. Et puis du coup, t'as créé aussi un lien avec les deux papes, le pape François et puis maintenant le pape Léon. Comment t'as vécu cette relation avec les deux ? François, c'était mon grand-père, quoi. François, il a ce côté un peu humain, un peu doux aussi, attentionné. Et puis c'est quelqu'un qui a un cœur immense. Puis lui, vraiment, il vivait sa foi. Toi. Tu regardes les yeux, tu te disais, ok, lui, il est animé par Dieu. Puis il était cohérent. Moi, je suis quelqu'un qui adore la cohérence. Moi, je déteste l'incohérence. Tu vas me dire, t'es à l'armée, t'es servi. Justement, moi, je suis quelqu'un qui me bat pour que ça doit être cohérent. Si tu me dis quelque chose, sois cohérent. Si t'es pas cohérent, passe ton chemin. Pour moi, t'es insignifiant, quoi. Et François était cohérent. François, notre relation, elle a commencé parce que nous, comme sous-officiers, on est vraiment plus proche, on va dire, physiquement de lui, dans un sens où on est vraiment ses gardes du corps. Et ça a commencé quand j'ai reçu la première fois ma promotion comme vice-caporal. J'ai fait mes premiers services en haut. Bon, après, j'ai un prénom qui aide aussi. Elia, c'est un nom biblique. C'est un nom qui passe.
Et quand il a retenu... Mais moi, ça m'a choqué chaque fois qu'il m'appelait mon prénom. Hein. Tu te retournes, moi. Il fait, oui, qui d'autre, tu vois. Et il y a une relation avec lui qui s'est créée. Et c'était quelqu'un... Il avait toujours un conseil qui était juste. Il lisait dans les yeux, il lisait l'âme. Et ça faisait du sens, quoi, tu vois. Et tu comprenais pourquoi tu servais le pape, quoi. Et que tu assurais sa sécurité. Je pense qu'il était aussi serein quand il nous voyait. Parce qu'il savait, OK, il y a les gardes suisses, je suis tranquille, tu vois. Et François, bon, alors, autant on se tapait des barres, autant des fois on avait ce côté sérieux, mais moi j'ai jamais profité de cette relation, dans le sens c'était toujours professionnel pour moi, mais j'ai vécu des moments encore aujourd'hui. Je pense que je pourrais écrire un livre sur les anecdotes de François et de moi, mais c'est quelqu'un qui amenait du beau mot. Tu sais, il a 1,5 milliard de problèmes à gérer par jour. Hein. Je pense, Pape, t'as pas envie de le faire. Sincèrement, les cardinaux qui rentrent dans la Sixtine, là, je pense qu'il y en a très peu qui veulent vraiment faire. D'ailleurs, ils ne vont jamais être pape. D'ailleurs, ils pleurent. Hein. Il y a une légende qui raconte qu'il y a une salle des pleurs, en fait, qui est derrière la Sixtine. En fait, c'est parce que la larme qui coule, c'est parce qu'ils savent, c'est là, c'est fini. T'es plus José Mario Bergoglio, t'es le pape François. Tout ce que tu vas dire, c'est fini. Et François, malgré tout ça, il aimait rire, il aimait rigoler. Il aimait aussi qu'on lui fasse rire, je pense, parce que ça le sortait un peu de ce côté-là. Moi, j'ai des anecdotes. L'anecdote la plus fameuse qui a couru dans tout le Vatican, et encore aujourd'hui on en rigole, c'est l'histoire que moi je suis porteur de lunettes. Et François ne savait pas ça. À l'armée, tout le monde savait que quand je foutais mes lunettes, c'était où j'ai mal dormi. Bon, maintenant je les mets parce que je laissais reposer les yeux, mais où j'ai mal dormi, où j'ai fait la fête. Puis au Vatican, c'était aussi ça. Hein. Puis un jour, c'était un matin, j'avais mis mes lunettes, j'avais mal dormi. Même pas fait la fête. Puis 6h du mat, le pape il ouvre la porte pour aller à la messe. Il me voit, puis il me fait « T'as tes lunettes ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? T'as fait la fête ?» Et je fais « Oh, comment il sait cette histoire ?» Tu sais, moi j'étais là. Je fais « Non. » Et puis il me sort une phrase, bon c'est 6h du matin, tu vois, puis il dit « Ah, mais comment j'arrive à lire dans ton âme ?» Et je suis là, ouais, 6h du matin, la philosophie, là, tu vois. Enfin bref, il va à la messe, il revient, et il y a 2 personnes qui montent à l'étage, c'était annoncé à la radio et tout. Il rentre tout de suite dans le petit salon, il les reçoit, il rouvre la porte, puis il me fait « Elia, viens, j'ai besoin de toi pour faire une photo. » J'arrive, et puis je fais la photo, puis les 2 messieurs qui sont à côté, ils me font « Ouais, t'as acheté où ces lunettes ?» Puis je fais « Putain, ils ont quoi aujourd'hui avec les lunettes ?» Puis je fais « Ouais, un magasin pas loin, quoi. » C'était les nouvelles. Et ils me font « Pourquoi t'es pas venu chez nous ?» Et là, je me rends compte, c'est les oculistes du pape. Puis l'autre, il fait à côté, il fait, ouais, la prochaine fois que tu viens, c'est offert. Puis le pape, il fait un clin d'œil. Alors je répète, hein, que ce soit clair, j'ai jamais allé récupérer une seule paire chez eux. Ils partent, ils venaient de recevoir sa nouvelle paire. Donc t'imagines, c'est là où tu dis, si quelqu'un n'y croit pas, au destin, je sais pas qu'est-ce qu'il faut comme message de Dieu, tu vois. Et bref, et là, François, il les salue, tu sais, comme un petit grand-père qui salue ses enfants. Ils partent, il me voit, il me fait, t'as vu, j'ai ma nouvelle paire. Je fais, ouais. Et là, il me fait, t'as quel âge ? Je fais, à l'époque, j'avais 25, je fais 25 ans. Puis il fait, moi j'en ai 85, 86, et je vois mieux que toi. Allez, bonne soirée, bonne journée. Il ferme la porte, et je me fais clasher par le pape, mais en live, quoi. Mais si seulement ça s'arrêtait là, tu vois. Depuis ce jour, chaque fois qu'il me voyait, il me faisait le signe des mains, puis il me faisait les lunettes. Parce que pour lui, c'était, entre guillemets, un peu le truc. Mais au début, c'était un inside joke entre lui et moi. Mais c'était une inside joke interne, tu vois. Ouais, mais c'est et un jour, premier voyage apostolique, je suis au Portugal. Donc c'est un truc interne entre lui et moi. Max, ses secrétaires le savaient. Et les quelques gardes savaient cette histoire. Journée mondiale de la jeunesse, mon premier voyage apostolique avec le pape, etc. J'étais dans la sacristie, en garde de sacristie. Moi, souvent, c'est l'endroit où le pape il se change pour aller faire la messe. C'était le samedi soir, il avait fait une veillée, 1 million de jeunes sur la place. En bref, un chenille pas possible. Il revient vers la sacristie. Moi, je sors de la sacristie, je le vois. Il y a du monde autour de lui. Et là, Elia. Et il me fait le signe des lunettes. Là, je suis devenu rouge. Je savais plus où me mettre. Le vice-commandant, il me regarde très mal. Parce qu'il faut savoir que c'est mal vu. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est professionnel. Et je lui dis, non, je l'ai pas mis aujourd'hui. Il me fait, c'est dommage et tout. Et puis, il y a beaucoup de jeunesse ici. Je fais, ouais, beaucoup de jeunesse. Et puis, le lendemain, on fait la messe, puis on prend l'avion pour retourner à Rome. Puis là, tu as la tradition, si c'est ton premier voyage, tu fais une photo avec le pape. Je suis le dernier à passer. Et là, on commence à parler pendant 3 minutes. Et lui, il est mort de rire parce qu'il me dit, elles sont où les lunettes ? Puis il me dit, t'as vu, il y avait beaucoup de jeunesse. Hein. Je fais, oui. Puis il me fait, t'as fait la fête un peu, j'espère, avant que j'arrive. Puis je fais, non, moi, ça perd bien. Il me fait, je suis le pape, tu peux pas me mentir. Je fais, oui, bon, ok, j'ai fait la fête. Puis il fait, t'as vu, hein, il y avait des
Il y avait beaucoup de chicas. Puis là, je fais non, mais quand même. Mais c'était lui. Ouais. C'était lui. Tu peux pas lui dire que c'est. Faut pas. Ouais, non, mais c'est lui. Parce que c'était ça. Il était quelqu'un. Oublie pas, il a grandi à Buenos Aires. Il connaît les jeunes. Il a grandi. Je vais pas inventer l'eau chaude. Je vais pas commencer à le mentir non plus, tu vois. Bref. Et puis, depuis ce jour-là, ce inside joke des lunettes, c'est devenu un truc que tout le monde savait. Et un jour, on est dans une église à Rome. Il y a une messe. Puis moi, j'étais dans la protection rapprochée. Et puis, nos regards se sont croisés. Et il y a eu un sourire. Et le lendemain, on se revoit. Puis il me fait, Elia, j'ai failli faire ça, et je me suis rendu compte qu'on était en monovision et que j'aurais dû expliquer aux journalistes pourquoi j'ai fait ça. Et c'est arrivé à ce point-là. Et un jour ou deux, j'ai remis les lunettes et j'ai l'impression que j'avais refait sa journée, quoi. Tu vois. Et il se préoccupait quand même un peu de ma vision parce que moi je suis très myope. Il me demandait toujours alors comment ça va. Mais ça c'est un inside joke parmi plein d'autres. Il aimait bien ce côté taquin, mais j'adorais moi. Et ça m'aidait aussi un peu à passer ma journée un peu mieux, quoi. Après c'est clair. Le moment où il est parti, pour moi, ça c'était un peu, je dirais pas un choc, parce que, tu sais, quand il a commencé à être un peu mal, dans ma tête, je pensais toujours qu'il allait se relever, parce que François, il nous a plus d'une fois prouvé le contraire, quoi. Plus d'une fois, on lui a donné pratiquement mort, et puis chaque fois, il a, tu vois. Et quand il a été hospitalisé, c'était pas facile, mais bon, on savait qu'il allait revenir. Je sais pas pourquoi. Intérieurement, je savais qu'il allait revenir. Et il fait le dimanche de Pâques. Moi, j'étais sur la place Saint-Pierre. Et je le vois, et moi je suis honnête, première réaction, je me dis, ça va. Parce que je l'ai vu pire, entre guillemets. Maintenant, quand je revois les images, je vais te dire, non, clairement, ça va pas. Mais sur le moment, quand il passe là, il fait le tour des pèlerins, machin. Moi, à midi, je me barre pour aller à Assise. Assise, c'est un village dans le centre de l'Italie où il y a la tombe de Saint-François. Je vais le soir, je dors à l'hôtel. Le lendemain matin, lundi de Pâques, je reçois un appel. Enfin, je me lève vers 8h, puis je vois plein d'appels en absence. Puis le sergent-major, il m'appelle, il me dit, t'es où? Donc ça, c'est génial, parce que j'avais demandé mon autorisation pour faire 3 jours loin. Et je fais, comment ça, t'es où? Ouais, il y a une réunion d'urgence. Et là, je me suis dit, on pouvait pas tous dire au téléphone, il raccroche, on passe en messagerie cryptée. Et là, je comprends rapidement, parce qu'on peut pas aussi non plus dire tout et n'importe quoi. Donc il y a un code. Le code, il sort, et je dis, ok, je vais boire le café en bas. Et en fait, il y a le flash news qui sort directement. Donc je me rappelle, les gens se sont arrêtés de boire le café. Et puis là, j'ai dû prendre le premier train. Et ça, c'est ce que je disais avant. Hein. Tu peux être en vacances, mais il y a des gens qui ont été rappelés des vacances pour retourner tout de suite à Rome, tu vois. Moi, j'étais en repos. Le soir même, j'étais déjà là où ils ont déposé le corps. Et le deuil, je l'ai fait. Enfin, j'ai compris que Pape François n'était plus là quand j'ai vu le nouveau pape. En fait, quand il y a eu l'annonce du décès de pape, on n'a pas eu le temps de réaliser parce qu'on est rentré dans une... Ok, il y a une mission, on doit l'accomplir. L'amener jusqu'à sa dernière demeure et accueillir le nouveau pape. Et donc, en fait, beaucoup de gardes ont commencé à se réaliser qu'il n'y avait plus le nouveau... Enfin, que François n'était plus là quand ils ont vu le nouveau pape. Moi, j'ai pleuré comme une madeleine. Et certains ont eu le courage d'aller sur sa tombe que bien plus tard. Moi, j'en fais partie. Moi, je suis allé que en août sur la tombe. J'ai dû attendre 3-4 mois. Et rien, on a eu le nouveau pape. Et Léon, tu sais, tu connais Valérie Dupont de la RTS. C'est la correspondante... D'ailleurs, si elle nous écoute, franchement, une femme incroyable, journaliste vraiment de qualité, comme on en fait peu. Elle m'a dit, l'Église catholique, elle a eu un théologue, donc Benoît XVI, elle a eu un chimiste, François, qui a fait des expériences. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça ne fonctionnait pas. Et après, elle a eu un mathématicien, Léon, qui est en train de corriger ou en train d'améliorer les expériences de François, mais il est dans la continuité de François. Mais c'est intéressant. Et puis Léon, j'ai eu la chance de faire mon audience de congé, parce qu'on a cette chance, quand tu quittes la garde suisse, de rencontrer le pape pour toi tout seul, quelques minutes. Et les questions que je lui ai posées, je ne viendrai pas sur ça, mais les questions que j'ai posées, les réponses qu'il m'a données, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Et que le pape est vraiment animé par Dieu, quoi. Je suis sûr que si j'avais fait mon audience de congé avec François, déjà il m'aurait dit, tu vas où? Reste chez nous, je t'annule le machin. Et je pense que la discussion aurait duré, elle a duré déjà beaucoup avec Léon. Hein. Il m'a dit, j'ai tout le temps, j'écoute tes questions, je pense que ça a duré une bonne dizaine de minutes. Mais je pense qu'avec François, on l'aurait dépassé parce que j'aurais tellement eu de choses à lui demander, tu vois. Mais une fois de plus, l'émotion te prend dessus, quoi. Mais t'as bien vécu cette transition, toi, entre les deux papes? C'est quand même unique. Ouais, alors écoute, déjà, ce que j'ai vécu en 6 ans à la garde, il y a des gardes qui attendent ça 25 ans de leur life pour faire ça. Enfin, 25 ans de carrière, ils l'ont même pas vécu. Moi, je l'ai vécu en 6 ans. 2 papes qui décèdent, parce que moi j'ai connu aussi le décès de Benoît XVI, j'ai connu le Benoît, ça n'a pas changé grand chose parce qu'il était pape émérite, donc il n'y a pas eu tout le tralala derrière, mais quand même. François, conclave, gestion du conclave d'un point de vue médiatique, c'était tout nouveau. On a instauré un silence de presse.
C'était pas parce qu'on n'avait rien à dire, c'est parce que simplement on devait se focaliser sur des missions. J'avais pas le temps de passer ma vie sur les plateaux de télé. Donc, encore aujourd'hui, je me dis, purée, quand j'y pense, j'ai quand même refusé des interviews à Forum, au 19h30, à Darius Rochebain. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même une panoplie de gens que j'ai osé dire non, tu vois. Et ils ont compris. Après, il y a des gens qui ont essayé de toutes les manières de recevoir des informations. Et puis moi, j'ai dû fermer la garde d'un point de vue médiatique. Et c'était très difficile. On ne communiquait que par les réseaux sociaux. C'était notre manière de donner un petit sugus aux journalistes. D'ailleurs, on a fait une vidéo de condoléances. Je ne pensais pas que ça allait faire autant de millions de vues, quoi. Ça a été repris. Mais la transition, elle est horrible. Tu n'as pas le temps de faire ton deuil et tu n'as pas le temps de t'adapter au changement parce qu'en fait, le changement, il est déjà là. En fait, meurt un pape, on en fait un autre. Et puis, nouveau pape, qu'est-ce qu'il dit nouveau pape? Nouvelles règles. Et on a dû s'adapter à une vitesse, mais lumière. Et c'est là la force de la garde. C'est la raison pour laquelle on est là depuis 500 ans. En fait, c'est parti à 1000 à l'heure. Parce que c'est les jeunes, enfin jeunes, 70 ans, c'est quand même jeune hein, pour un pape. Il est américain, donc il fait du sport, enfin, et il nous a chamboulé le programme. Parce qu'on est habitué à un pape en fin de vie, entre guillemets, et maintenant on a un pape en pleine vie, quoi. Ça arrive une fois tous les 25 ans, plus ou moins en moyenne, mais c'est le conclave. Et le conclave, Rome devient de nouveau le centre du monde. Je pense qu'il n'y a pas une seule ville au monde qui arrive à concentrer un taux de personnes et d'intérêt public que Rome. Il paraît que les gens sont sortis des bureaux en courant pour aller à la place Saint-Pierre, catholique ou pas. Ils voulaient voir qui c'est le pape. Les images, le Vatican, c'est unique. Ce qui est marrant, et c'est là où je te dis que je suis heureux d'avoir cette mentalité-là, parce que je suis assez terre à terre quand même. Tu passes du conclave, de voir le monde entier, t'arrives à Bienne, et t'es avec tes potes, et la première question qu'on te fait, c'est « Il va bien le pape ?» Et tu dis « Là, je suis retourné à la maison, tu vois. » Là, c'est les vraies questions. Là, c'est les vraies questions, tu vois. Je voulais faire un deuxième jeu avec toi encore. C'est des jets déjà. Donc là, ça sera vraiment centré sur toi. Je me suis déjà endormi en faisant la garde au Vatican. Oui. Attends, je peux le dire, je risque pas une sanction disciplinaire. Oui. Mais une ou deux fois durant le Covid, il passait personne. Tu te réveillais super tôt. Alors moi, j'avais la technique, je mettais la montre, 15 minutes. Je m'endormais. Paf, je me réveillais après 15 minutes, je checkais, c'est bon, puis je me rendormais, quoi. Ouais. Ça m'arrive 2-3 fois, ouais. Maintenant, je peux le dire, hein, parce que il faut que j'aurais pas osé. J'arrive au bon moment, ça. Ouais, c'est bon, ouais. J'ai déjà fait une blague au pape, donc tu l'as déjà dit. Ouais. Plus d'une, malheureusement, ouais. Bon, malheureusement, pourquoi ? Bah, parce que tu dis quand même que c'est le pape, quoi, tu vois, c'est pas ton pote, tu vois, donc... mais après, bien évidemment, vu que lui, il les faisait, il fallait bien que je réponde derrière, hein, aussi, donc sûr. Oui. Non, mais c'était aussi... incroyable, franchement incroyable. Ouais. J'ai déjà remis en question l'existence de Dieu. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est clair, mais je pense que tout bon catholique doit le faire une fois dans sa vie. Est-ce que ma foi, elle est juste ou pas ? Oui, mais c'était pas méchant. C'est juste, il arrive des fois, non pas à moi personnellement, mais il arrive des choses à des gens, et je me dis, mais il est où ? Et en fait, François a donné une fois de plus une réponse géniale, il a dit, en fait, il est là, il est dans la présence des gens qui sont autour. Très philosophique, c'est très philosophique, hein, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Ouais. J'ai déjà utilisé mon grade pour profiter de quelque chose ou de quelqu'un. Jamais. Je déteste les grades. Je déteste le grade dans un sens, j'aime beaucoup la position, dans le sens où je sais que c'est une position qui permet de... On ne dirige pas avec le grade, on dirige avec la personne. J'ai déjà cassé une chose de valeur au Vatican. Non, moi pas. Moi, la voiture, ça compte. La voiture de patrouille, ça compte. Non, ok, d'accord, c'est bon. Donc d'autres, oui. Ouais, mais c'est pas voulu, évidemment. Ouais, non, mais le problème, c'est que des fois, il y a des salles où ils savent même pas qu'il y avait une salle. En fait, tu casses un mur, puis tu tombes dans une salle. C'est les ouvriers, puis des fois, nous, les gardes, on doit aller contrôler. Puis c'est arrivé une fois ou deux que le garde, sans faire exprès, il a marché sur un vase, ou, tu vois, et puis il se pète en deux, quoi. Voilà, c'est déjà arrivé, ouais. J'ai déjà menti aux médias à propos d'un sujet délicat. Alors, mentir, non, mais j'ai toujours donné une situation plus vague pour pas rentrer dans les détails. Ouais, donc, tu as plutôt caché des informations. J'ai caché j'ai caché les informations sensibles que je peux pas dévoiler. Mais en off, je l'expliquais.
Pourquoi j'ai pas donné cette information? À ce que je me fiais, bien évidemment. Le off-record, tu dois toujours faire attention avec ça. Je pense que tu connais ce terme-là. Bien sûr, ouais. Et j'ai pas, disons que j'ai donné l'information générale, mais je ne donnais pas les détails pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. J'ai déjà regretté ma décision d'être garde au Vatican. Oh non, jamais. Non, c'est la meilleure chose qui me suis arrivée. Mais justement, quand tu faisais comment t'appelles Les sentinelles. Les sentinelles, est-ce que tu pensais à ça justement? Est-ce que tu te disais pourquoi je suis là? Et justement aussi cette question par rapport à Dieu, pourquoi je fais ça? Ouais. Alors ça, oui, mais non, parce que ça, c'est des trucs que c'est quand j'ai la conviction, c'est difficile de venir enlever 2-3 boulons de la conviction. Non. Je voulais aussi parler un peu de ton avenir, du coup, dans l'armée suisse. Qu'est-ce que ça consiste, en fait, concrètement, ta candidature en tant que officier de carrière? Ouais. Tu vois, j'ai fait la Matu la Matu gymnasiale, enfin fédérale, hein, et en fait, l'armée te propose de faire l'académie militaire comme officier de carrière. C'est à Zurich, c'est à l'EPFZ. Tu fais un bachelor en affaires militaires. Et je me suis dit, waouh, enfin affaires politiques, c'est un mélange de Sciences Po et puis affaires militaires. Et du coup, je me suis dit, mais wow, ce serait génial, parce que je me suis toujours intéressé à tout ce qui est sciences politiques, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est affaires militaires, etc. Mais je me suis aussi dit, l'armée souffre un peu dernièrement. Géopolitiquement parlant, c'est tendu. On a un service militaire qui est important. En fait, on a eu une génération d'officiers de carrière et de sous-officiers de carrière qui avaient des moyens limités pour faire éclore les recrues, pour leur faire comprendre l'importance de l'armée. Et puis c'était normal, hein, parce que l'armée, pendant longtemps, elle n'a pas été vraiment prise en considération. Oui, tu avais un budget de 5 milliards, mais tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, je vais dire un truc qui est intéressant. Enfin, que je le pense sincèrement. Ça sert à rien d'augmenter les dépenses militaires maintenant. Honnêtement, il fallait le faire avant. Il fallait investir avant. Aujourd'hui, on est dans la réaction, et ça, historiquement, ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a un problème en Europe, on est tout le temps dans la réaction. On n'est jamais dans l'action, on est dans la réaction. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde augmente les budgets. Oui, c'est bien beau sur le papier. Mais cet argent-là, on aurait pu l'investir il y a 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, et aujourd'hui, on aurait assez d'argent pour la santé, la formation, le social. Tu vas me dire, alors, qu'est-ce que tu vas faire à l'armée? Moi, j'y crois à l'armée. Mais il faut aussi la piquer, l'armée. Il faut la piquer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, maintenant c'est clair, je suis au début, je ne peux pas maintenant piquer tout le monde, etc. Je suis en train d'apprendre, je suis un stagiaire un peu sur les bords. Moi, je crois fermement en cette institution pour plusieurs valeurs. La valeur principale, c'est la cohésion nationale. La deuxième, c'est le brassage social. Et la troisième, c'est clairement le fait qu'on doit être prêt à... On doit expliquer aux gens aujourd'hui que si on doit dépenser 1,5 milliard dans la défense air-sol, par exemple, c'est pas parce qu'on a envie de dépenser ce 1 milliard pour la beauté du geste, c'est parce qu'on doit se préparer à... Mais nous, on prie tous les jours que ça n'arrive pas. Et puis les conflits sont hybrides aujourd'hui. C'est pas que des chars, c'est des drones, c'est des attaques cyber, c'est tout. Donc moi, j'ai envie de m'engager dans des institutions où je pense aujourd'hui, ils ont besoin d'officiers à droite, à gauche, mais il n'y a pas que moi, hein. On est 15 000. Mais c'est un parcours, et puis je me suis dit, c'est un nouveau challenge. L'armée a un rôle dans la Suisse. Va en Italie et tu verras, ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus le service militaire et ça se voit. Ça se voit. Mais ou le service civil ou la protection civile, on s'en fout, mais ils n'ont pas une des 3 variantes en Italie, pardon. En Suisse, ils sont là. Mais moi, je dis, et ça, c'est un truc aussi. Si quelqu'un il fait le service civil ou la protection civile, pour moi, c'est OK. Au moins, il fait quelque chose. Rendre un service. Voilà. Le gars qui veut vraiment rien faire, c'est pas cool pour le pays. C'est pas cool. Juste parce que j'ai pas le temps. Arrête. Et puis maintenant que j'ai fait 6 ans à la garde, 4 mois d'école de recrue, c'est rien. C'est pas la fin du monde. Mais la phrase de ma copine, elle m'attend. Je comprends, mais tu rentres tous les week-ends. L'armée, c'est un premier début, je vais me lancer dedans, on verra si ça match. Si ça match pas, j'ai 15 000 opportunités derrière. Je pense que c'est pas la première fois que je vais devoir changer de nouveau d'opportunités, tu vois. Mais tu veux rester dans ce cadre militaire? Au début, ouais. Après, on verra. Okay. Je veux pas dire que je ferai toute ma vie là-bas parce que ce serait hypocrite. Ni dire que je partirai après 3 ans parce que c'est encore plus hypocrite. La communication, ça m'a toujours intéressé, donc c'est toujours une idée dans le coin de ma tête. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on se change les places et puis voilà, quoi, tu vois. Mais du coup, tu aurais des plans B. Tes plans B, ce serait peut-être dans la communication. La com, clairement. Ouais. C'est un monde merveilleux. Je trouve que communiquer, c'est le meilleur truc au monde, quoi. Tu peux expliquer aux gens, mais correctement, les choses. Bah, toi qui aimes la cohérence, justement, ça fait sens, quoi. Complètement. Non, mais c'est vrai. Mais après, tu te dis aussi, il y a des gens,
ils écoutent enfin, ils lisent les trucs sur X, sur Instagram, 20 minutes, enfin bref, tout ça. Et ils te disent que c'est la vérité, tu sais. Puis t'es là. Mais t'es allé voir les points A, points B. Moi, j'adore les podcasts. Quand c'est certains podcasts que j'écoute, il y a un qui s'appelle Storia Voce, c'est un truc français. Mais ils expliquent l'histoire médiévale, machin. Mais c'est génial parce qu'ils invitent les deux bords. Celui qui te dit l'histoire, elle est comme ça, puis l'autre qui te dit comme ça. Puis ça se rejoint, tu vois. Où ils invitent un vrai expert. Moi, je dis toujours, quand tu fais une conférence, ou quand tu expliques quelque chose, si les 5 premières minutes, tu peux être le gars le plus intellectuel, le plus intelligent, le plus diplômé au monde, mais tes 5 premières minutes, si tu parles avec un ton monotone, tu fais pas une blague, et si tu testes pas un peu ton audience, et si tu testes ton audience et tu vois que ça réagit pas, tu vas passer les 45 minutes les plus longues de ta vie. Hein. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours fait des formats aussi avec les médias, où j'ai toujours dit, j'étais pas le porte-parole classique, hein, j'étais pas là avec ma petite cravate, un peu serré, puis en mode oui, alors vous savez. Non, il faut du temps, il faut du machin. Même dans les trucs les pires, il faut aller cash. Ouais. Tu restais toujours un peu le même. Authentique. Ouais. Change jamais ton cap, parce que sinon ça passe pas. Je te propose de passer au dernier jeu. Ouais. Qui est le jeu de la minute. Ouh. C'est plein de questions autour du Vatican, mais aussi de la guerre suisse. Si tu veux, tu devras répondre au plus grand nombre de questions en 1 minute. Ouais, vas-y. Ça te va? J'ai tellement peur. Ouais, vas-y. Je suis prêt. T'es motivé à répondre rapidement? Ouais, vas-y. Regarde pas ma feuille. Non, je regarde pas ta feuille, je vais la donner le temps. C'est parti. Comment s'appellent les clés présentes sur le drapeau du Vatican? Les clés de Saint-Pierre. Quel pape se prénommait Joseph Aloysius Ratzinger? Benoît XVI. À quelle date la garde pontificale suisse a été fondée? 1506. Comment s'appelait la monnaie du Vatican avant de passer à l'euro? La lyre. Quelle devise latine qui se trouve sur l'étendard de la garde? Acriter et fideliter. Dans quel lieu est hébergé le pape Léon XIV? Pour le moment, Saint-Office. De quelle couleur était la fumée utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du poêle avant le début du conclave? Oh, brune. Je pense pas. Quelle est la marque de voiture de la Papamobile? Ah, Volkswagen pour le moment. Vrai ou faux? Plus de 150 gardes suisses sont morts lors du sac de Rome en 1527. Faux. C'est juste. C'est juste. Le film Conclave a rapporté plus ou moins de 100 millions de dollars à travers le monde. Ouais, complètement vrai. Ouais. Je l'ai même vu. Combien y a-t-il de colonnes sur la place Saint-Pierre? Aucune idée. C'était combien? 284. Bon, alors ça, je vais me faire tuer. Ah ouais? Tu penses que c'était... Ah, je suis sûr qu'il y en a certains qui le savent, mais moi, je savais pas. Et 8 quand même. Ah ouais, ça va, ouais. 8 sur 11. Ouais, 8 sur 11, c'est pas mal. C'est franchement correct en 1 minute. Ouais, ça va. Bon, si on les repasse tous, du coup, les clés de Saint-Pierre, c'est juste sur le drapeau du Vatican. Benoît XVI, c'est Joseph Aloysius Ratzinger, c'est juste. Le 1506 avant la date de la garde, 22 janvier, la garde pontificale. La lire vaticane, la monnaie du Vatican de 1929 à 2002. Ouais. Ça t'est ressorti quand même. Ouais, parce qu'il y a encore les vieux billets, ouais. La devise latine sur l'étendard de la garde. Courage et fidélité. Parfait. C'est, ouais. Dans quel lieu le pape Léon XIV est-il hébergé? Tu m'as dit le Saint-Office, mais je sais pas, ça c'est encore son vieux appartement. Sinon c'est le palais apostolique, ouais. Parce que c'est encore en cours, mais ouais. Mais pas... En vrai, moi j'ai des données. Je sais que toi t'as des meilleures données que ce que j'ai trouvé moi. C'est juste que c'est le palais apostolique. En fait. Ouais. Donc c'est juste, ça tu peux pas me contredire. Par contre, la fumée, elle était jaune. Elle était jaune. Ouais. Moi je l'ai pas vu, c'est ça. Moi, je crois que j'étais pas là quand ils l'ont fait. Apparemment c'était jusqu'à 2005. Ouais, c'est possible. Elle était utilisée, du coup pour vérifier si ça fonctionnait bien. Et puis maintenant ils ont un système électronique. Ouais, génial. Je l'ai vu. Ah ouais. C'est choquant. Et puis la marque de voiture de la Papamobile, tu m'as dit Volkswagen, mais c'était quoi? Mercedes. Ouais, parce que tu parlais de la Papamobile. Ok, ouais, juste. Ouais. Je sais pas. Non, c'est juste parce que la voiture privée et puis l'autre, donc ouais. Vrai ou faux, plus de 150 gardes suisses sont morts lors du sac de Rome en 1527. C'était faux, hein, c'est 147. Hein. C'est 147. Et puis 43 qui survivent, ouais. Exactement. Ouais. T'as quand même un peu de culture. Hein. Ouais, fallait que je dise des trucs juste aux interviews, parce que sinon je me faisais tuer. Le film Conclave, exactement, il a fait plus que 100 millions, il a fait 127 millions. C'est fou. T'en penses quoi de ce film? Beaucoup de fake news, c'est exagéré, quoi, c'est à l'américaine, mais intéressant. Parce que si on explique un peu le film, c'est un pape qui décède d'une crise cardiaque, il y a un secret à découvrir avant qu'il y ait un nouveau pape qui soit élu. Enfin... J'ai beaucoup aimé certaines choses, et d'autres un peu moins, mais c'est... Après, bien évidemment, c'est faux sur pas mal de détails, mais c'est pas grave, parce que c'est ce qui entoure le mystère du conclave. Mais t'es contre ce film ou... Non, c'est bien.
Après, je trouve que le timing est un peu malheureux. Bah là, ils avaient pas... Enfin, pour eux, c'est génial. Mais Oui, je bien trouve sûr. que pour nous, le Vatican, c'est un peu malheureux. Ouais. Après, je pense que c'était déjà prévu depuis longtemps. Et puis, Oui. ils sont tombés sur ce moment-là, quoi. C'est vachement... Ouais. Donc 284 colonnes. Ça, je savais pas, c'est fou cette histoire. C'est fou. Ouais, mais je pensais que, tu vois, c'était une question pour te piéger, parce que je me dis, les autres questions, tu les sais. Ouais, mais alors ça, je savais pas, quoi. Oui, Mais évidemment, beaucoup, hein. c'était pour te... D'ailleurs, l'architecte, il était si loin. Parce que j'ai encore 4 questions que je peux Vas-y, te poser. pour voir, ouais. À combien de mètres s'élève le point culminant du Vatican? 200 mètres, même pas, je crois, non? 76 mètres. Ah, 76 mètres. Oh, j'étais trop haut, quoi. Ouais, ok, ouais. Dans quelle famille se trouvait Jules II, la famille à l'origine du jaune et du bleu sur la tenue des gardes? Jules II? Peut-être que c'est une... Della Rovere, t'as dit Médici ou Della Rovere? C'est ça, Della Rovere. Ouais, Della Rovere, ouais. Et puis tu vas me dire quoi avec le FC Guardia, là, j'ai peur. Non, je voulais te demander en quelle année a été fondé Ouais, le on a FC fêté Guardia. les 100 ans, ouais, c'est vrai, 1924. Club historique. Non, mais c'est fou, palmarès de fou, franchement, on a joué la Champions. Non, ouais, on a 100 ans, ouais, on a fêté ça. On a fait un match avec des légendes suisses du foot. Bon, il n'y avait pas Kanyaki, là, j'aurais bien voulu, mais on a eu Turk Yilmaz, qui est, je crois, le deuxième meilleur buteur dans l'équipe nationale suisse. On a eu des légendes comme Bikel, enfin bref, des gars, Egli aussi, je crois. Enfin, des mecs, enfin, il faut vraiment être un ancien pour connaître ces noms. Mais on a joué avec ces gars et tu te rends compte que le haut niveau, même à 50 ans, c'est un autre bail. Hein. Ah ouais. Mais c'est fou d'avoir une équipe de foot au Ouais, Vatican. non, ouais, non, on est c'est nuls, incroyable. on est Oui, nuls, mais là. on s'en fiche de Ouais. ça. Je crois qu'ils ont gagné depuis que je suis parti le premier match depuis 3 ans, quoi. Donc, C'est incroyable. Et puis la dernière question, c'était combien y a-t-il eu de papes dans l'histoire en tout? Oh, waouh. Ah, je pense. Ah, attends. 266? J'ai 267. moi. C'est possible, hein, parce que je sais pas, ça dépend. Oui, Ça dépend parce de que qui le tu pape François, comptes, c'est 266, donc ouais, 267. Ouais, je crois que c'est juste, ouais. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette interview. Mais j'avais une dernière question pour toi. C'est la question anonyme. C'est quoi? La question anonyme, c'est une question qu'un proche t'a posée. Cette personne est anonyme. Moi, c'est mon frère, ou bien? Non, c'est pas ton frère. Ah, ok. Tu devras répondre à cette question Oh putain, j'ai peur. et tu devras trouver qui te l'a posée. Oh, j'ai peur, vas-y. Quel a été le moment ou la période durant ton service à la garde suisse où tu t'es senti le plus seul et comment t'as fait pour retrouver la lumière? C'est un proche. C'est un proche de toi. Je peux pas te dire exactement à quel point il était proche de toi. Mais... Moment plus. Ouais, ben clairement, le dernier mois de la garde. Parce que tu quittes, tu pars, tu sais que tu vas partir. Donc du jour au lendemain, tu retournes à Monsieur Tout-le-Monde, ce qui est pas trop bien, pas trop mal. Il y a eu le cas qu'on a discuté avant, mais ça c'est indifférent. Mais tu te sens seul, quoi. Émotionnellement, ça va, mais tu te sens seul, ouais. Et la lumière, je l'ai retrouvée grâce aux proches. Ma maman, mon papa, mon frère, les gens qui sont à Rome. Ouais, mais la lumière, tu la retrouves comme ça, quoi. Tu dis que tout passe et tout ira bien, quoi. Mais ce moment, ouais, c'était dur. Ouais. Maintenant que j'y pense, c'est encore frais, hein, mais maintenant que j'y pense, à première vue, ouais. Tu te sens seul, mais tu te sens pas seul, ouais, mais c'est... Bah si, c'est un état quand même. Ouais, c'est seul, ouais, en fait, oui. Même Ouais. si t'as des proches qui t'entourent, etc. Ouais, en fait, t'es seul, quoi. En fait, t'es seul avec toi-même parce que tu dis, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon truc? Est-ce que c'est vraiment réfléchi aussi ce que je fais? Parce que des fois, j'ai vu des collègues qui ont pris un peu la licence, je me casse, puis ils se sont ramassés une claque ici en Suisse. Tu vois, donc je me suis posé un peu tout ça. Ouais. Et alors, le proche, c'est qui? T'as un indice au moins, parce que... Tu l'as côtoyé durant ton dernier mois à la garde suisse. C'est Alexis, alors. Exactement. Mais non. Alors, lui, je vais dire un truc. J'avais pensé à un demi-mot que c'était lui. J'espère qu'il écoutera le podcast. C'est un gars génial. Je suis heureux de l'avoir connu. Je suis heureux de l'avoir vu grandir, surtout. C'est quelqu'un qui m'a amené beaucoup, plus de ce que j'aurais imaginé. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a un potentiel immense, et il le sait. Et j'espère vraiment le revoir très rapidement, ici en Suisse, ou bien en bas à Rome, ça on verra. Et puis, je pense qu'il faut avoir... Chaque personne dans sa vie doit avoir un Alexis Blanc dans sa vie. Parce qu'il t'amène une certaine régularité aussi. C'est un ami avant tout, bien évidemment, mais c'est aussi un partenaire assez important dans le travail. Et si toi, un jour, tu as quelqu'un, j'espère que tu as un Alexis Blanc avec toi, parce que c'est celui qui va te sauver un peu les miches quand il faudra sauver les miches, et toi, tu lui sauveras les miches quand il faudra aussi, ouais. Parce qu'il m'a précisé aussi quelque chose, c'est que tu montrais toujours l'exemple, et que même dans les moments difficiles, même quand toi, ça allait pas bien,
tu t'évitais de le montrer pour pas que ça impacte les autres. Donc c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Tu prenais toujours le temps de te poser et puis de montrer l'exemple aux autres pour pas justement faire attention aux autres, en fait, quoi. Ouais, c'est un peu un défaut, non, je sais pas, mais dans le sens, quand t'es chef, tu peux pas te permettre de... Enfin si, t'as le droit d'être authentique, mais certaines choses, tu peux pas le montrer parce qu'il faut pas impacter l'équipe. On a tous nos petits problèmes de vie, hein, c'est normal. Mais j'essaie toujours de pas les montrer parce que c'est pas à moi de le faire. Je préfère que ce soit toi, je préfère que ce soit Alexis. Ça, je sais gérer ça, mais les miens, je dois les gérer moi-même. Et je crois que j'ai toujours réussi à les gérer moi-même pour le moment. Mais ça fait du bien aussi discuter avec lui. Ouais. Du coup, je vais lui dire quand ça ira pas, quoi. Bon, on arrive du coup bien à la fin de cette émission. Mais je voulais encore te demander ta recommandation culturelle. Je t'avais demandé d'y réfléchir. Tu peux faire une recommandation de n'importe quoi, que ce soit un film, une série, une musique. Un livre. Voilà, un livre. Si vous voulez lire. Pas ce que tu veux, quoi. Si tu veux, tu veux te lancer ou je me lance, comme tu veux. Toi, t'as une recommandation ou bien Moi, j'ai une recommandation. Alors, je veux bien écouter la tienne d'abord. Alors, moi, c'est un jeu mobile que je vais conseiller. C'est Devine 9, ça s'appelle. En gros, t'es en équipe. Que ce soit, tu peux être à 2 aussi, ça se joue sans problème à 2, mais tu peux être en équipe. Et le but, c'est de trouver les 9 réponses qui correspondent à une catégorie. Si tu veux, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être 9 fruits et légumes. Bon, c'est nul, mais il y a des catégories beaucoup plus intéressantes. Et en gros, ça développe un peu ta culture G sur un peu tout et n'importe quoi. Et puis, si tu t'ennuies avec tes potes... je trouve un jeu qui me va bien, quoi, parce que je commence à m'embêter avec mes jeux, là, ouais. Mais je crois que c'est 1 ou 2 francs. Bon, alors, mais pas grave, hein, si ça t'améliore la culture G, je pense que c'est pas mal. Ça, ouais, après, c'est vraiment des domaines variés. Ouais. Ça peut être cinéma, historique et tout. Et moi, j'adore ce jeu parce qu'il passe le temps tellement facilement si tu t'ennuies un petit peu. Même à 2, tu vois, tu peux te poser des questions l'un l'autre. Tu peux t'aider, tu fais le jeu comme tu veux. Ouais. Mais moi, je le trouve incroyable, ce jeu. Et puis, je vous le recommande si vous voulez un peu améliorer votre culture G. Ah bah alors. Moi, moi, je vais pas sur le numérique, je vais sur le physique. Moi, c'est un livre, Gustave Flaubert, L'éducation sentimentale. C'est un livre que j'ai dû lire pour ma maturité. Et je suis littéralement tombé... dedans. Gustave Flaubert, c'est quelque chose. Il est encore d'actualité pour un jeune garçon qui se découvre dans son éducation sentimentale ou une jeune fille, hein, les deux vont le même bien. Après, on peut le mettre au goût du jour, mais dans l'ensemble, je pense que le socle est encore applicable. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que tu te rends compte que la littérature, ça peut expliquer beaucoup. Ça peut être un livre où il explique la beauté d'un paysage, puis derrière, en fait, il y a une réflexion psychologique monumentale. Donc, je le conseille vraiment. Lisez des livres. Moi, je vais recommencer à lire des livres maintenant que je suis de retour en Suisse. Mais Gustave Flaubert, vraiment, voilà. Il est plus là, mais dédicace à lui quand même. Mais voilà, quand même. Ok. Ouais. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci Elia encore d'être venu. Merci à toi. Puis je te laisse remettre ton bel uniforme, ton petit béret. Et puis c'est reparti, quoi. Continuer à rendre service à la patrie. Allez, ciao tout le monde et merci d'avoir écouté.